Merci, bonjour à tous. Pour introduire la problématique, je voudrais en quelques minutes et très rapidement mettre le vide en perspective. Presque rien et pourtant pas rien, écrit Peter Sloterdijk dans les premières lignes de son opus Écume. Le vide n'est pas rien, répond pour sa part Dominique Perrault en offrant au monde entier une réflexion sur le vide des territoires métropolitains à la dernière Biennale de Venise en 2010. Le vide est ce tout qui ouvre autant de perspectives sur l'avenir que sur l'espace urbain. Depuis la città ideale, représentée dans les tableaux de la Renaissance, jusqu'à la ville vue par Chirico dans sa peinture métaphysique, le vide est bien présent dans la peinture. Il nous renvoie l'image de l'articulation classique de l'architecture avec l'espace public. Et lorsqu'en 1976, Sol Lewitt se livre à une excision sur la ville d'Amsterdam, il crée un vide béant au cœur du patrimoine. Le vide est ainsi au cœur de la composition de l'artiste. Aujourd'hui, pour l'urbaniste, il est au cœur du débat. Et pas seulement par l'immense sentiment de vide que nous laisse la cruelle absence des Twin Towers sur Ground Zero à New York, la trace des tours au sol, comme les deux faisceaux de lumière géants perforant le ciel, nous ramène à cette question du vide. À l'échelle des grandes métropoles, comparons deux situations très emblématiques du vide en tant que centre de la ville, pour ne pas dire centre vide. Le palais impérial de Tokyo, avec son espace sanctuarisé au cœur de la mégalopole japonaise, que Roland Barthes décrit dans l'Empire des signes comme un centre vacant, un lieu à la fois interdit et indifférent, dit-il, et Manhattan avec Central Park et ses 340 hectares de vide ceinturés par une forêt de tours. On pourrait ajouter Tiergarten à Berlin, Hyde Park à Londres, c'est-à-dire l'aspiration au vide pour mieux respirer dans la ville. Et c'est bien dans le vide du ciel de la capitale que Yona Friedman imagine accrocher son Paris spatial à l'époque des utopies qui ont marqué les 30 Glorieuses. C'est dans cette ère de modernité sans limite que Lucio Costa magnifiait le vide dans son plan pilote de Brasilia, capitale créée ex nihilo, rappelons-le. Dans le même temps, Kenzo Tange projetait d'organiser le vide dans la baie de Tokyo. Aujourd'hui, sur la scène des villes émergentes, Dubaï a réalisé tout aussi artificiellement son site de Palm Island, mais l'idée n'est plus de créer dans les années 2000 une liaison habitée à travers la baie, mais plutôt les conditions d'une forme de gated community en cercle fermé. Souvenons-nous que la confrontation au vide est le premier des grands défis. Le site de Teotihuacan, dans sa monumentalité affirmée dans le grand paysage, comme la Grande Muraille de Chine, premier acte de land art à très grande échelle, ou encore le théâtre de Delphes, ouvert sur la plus grande oliveraie du monde, nous donne la mesure de la relation au vide. L'histoire de l'architecture est jalonnée d'œuvres où les architectes ont fait du vide l'un de leurs matériaux privilégiés, au même titre que la lumière. Ainsi, au XVIIIe siècle apparaissent les salines d'Arquesonant de Ledoux, en 1774, ou le Royal Crescent de Bath de John Wood en 1777. Soit le cercle et le demi-cercle, et souvenons-nous que Peter Greenaway, dans Le ventre de l'architecte, faisait un rapprochement entre le Panthéon de Rome et le cénotaphe de Boulay, une histoire de sphère. Voilà ce qui nous ramène à Sloterdijk. Cerner le vide, sculpter le vide, organiser autour du vide, tel est le jeu spatial, l'enjeu du projet pour ouvrir à la ville. L'architecture, c'est le vide, à toi de le définir, disait Luigi Snozzi. Faisons un saut dans la période moderne et contemporaine pour identifier deux stratégies qui aboutissent finalement à faire la part belle au vide. La première consiste à construire avec le vide. Dans les années 20, El Lissitzky imagine pour Moscou l'étrier des nuages, gratte-ciel pour le moins hybride, qui restera l'une des accroches au ciel les plus rêvées. Dans les années 60, Lina Bobardi donne plus prosaïquement la priorité au vide en suspendant son musée de São Paulo afin de créer un espace public qui ne reste pas vide longtemps, tant l'usage en est évident. À la recherche de la même urbanité, Álvaro Siza s'appuie sur le vide pour créer un lieu de rassemblement au pavillon du Portugal dans l'exposition de Lisbonne en 1998. La seconde stratégie vise à organiser l'espace autour du vide. Avec ces deux bassins dissymétriques, Mies van der Rohe s'ingénie à articuler le vide dans son pavillon pour l'exposition universelle de Barcelone en 1929. Dans la même décennie, Bruno Taut organise ses logements à Berlin autour du vide, revisitant au passage la figure du Royal Crescent de Bath. Et Louis Kahn, qui écrivait « A street is a room »,
dessine le Salk Institute de Jolla en Californie, selon le principe d'une rue ouverte sur l'océan Pacifique. Si la première décennie du XXIe siècle confirme la tendance, on relève un clivage entre deux attitudes bien marquées. À l'ère des icônes architecturales, l'enjeu est de fabriquer l'objet, non sans travailler le vide. Regardons Daniel Libeskind aligner une série de 5 vides dans la forme déconstruite de son musée juif de Berlin. Rem Koolhaas façonnait une tour en boucle monumentale à Pékin de Loop de CCTV. Carme Pino sculptait littéralement le vide pour construire sa tour cubée à Guadalajara, au Mexique. Et Calatrava jouait à 100% avec le vide pour réaliser de colossales ombrières qui relient les installations des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Et à Rio, Christian Porzampar, avec la Cidade da Música, crée un monumental entre-deux dans le vide des infrastructures à l'intersection des voies rapides. Corollaire de cette posture, l'anti-objet, l'anti-monument, d'où le travail sur une nouvelle topographie qui convoque le vide pour faire émerger un nouveau territoire. Avec le terminal de tramway de Strasbourg, œuvre territoriale s'il en est, Zaha Hadid s'empare du vide aux confins de la ville et de la campagne. À Oslo, l'Opéra national de Snohetta, que l'on peut lire comme un hommage à la fonction oblique de Parent et Virilio, s'affirme comme un anti-monument pour mieux se raccorder à la ville. Les architectes enroulent alors le vide de l'espace public autour de l'équipement culturel qui se fond dans le fjord norvégien. À Séoul, Dominique Perrault pratique une longue incision dans le tissu urbain en creusant un canyon en pleine ville pour l'université Ewha. Et à Lausanne, comment ne pas regarder le Learning Center de Sana pour l'EPFL comme un manifeste sur le vide. Le Paris moderne entretient une relation particulière avec le vide. La ville, remodelée par Haussmann, est autant marquée par l'hyperdensité que par les grands percements des axes majeurs et autres trouées des parcs publics d'Alphand. Si l'on déroule le film sur 60 ans de 1937 à 1997, la séquence sur le thème du vide est impressionnante. Avec le Palais de Chaillot en 1937, Carlu et ses associés, ça vient d'être dit par M. Gallet, offrent un évidement de l'esplanade dans le prolongement du Champ de Mars, créant une continuité de l'espace public. Avec l'UNESCO en 1958, le trio Breuer, Nervi, Zerfus se livre à une composition de plein et de vide, parmi lesquels les patios investis par Bourle-Marx, dont vous avez les dessins dans l'exposition ici. Les années 70 sont marquées par une mutation importante. Le périph' s'inscrit dans les traces des fortifs. Le plein a ainsi fait place à un vide, étiré sur 35 km. Avec le Centre Pompidou, conçu en 1971, Piano et Rogers fabriquent une machine culturelle qui se révèle aussi une fabuleuse machine à pratiquer la ville. La piazza est d'emblée indissociable du centre. Avec l'opération des Hautes-Formes en 1979, Christian Porzampar organise le logement autour d'une rue nouvelle. Avec ses 26 folies du parc de la Villette en 1982, Bernard Tchoumi s'ingénie à tramer le vide. Avec la BNF, en 1989, Dominique Perrault compose autour du vide, le sacralise par ce jardin sauvage et inaccessible. La même année, la Grande Arche de Spreckelsen et sa grande fenêtre ouverte sur le vide laissent le passage libre pour l'axe historique de Paris. Dans les années 90, Frédéric Borel signe des courts-métrages où le vide est au cœur du scénario, Boulevard de Belleville et rue Oberkampf. Et pour le musée du Quai Branly en 2006, Jean Nouvel adopte l'immeuble pont, à l'instar de Lina Bobardi, pour laisser filer l'espace public au plus large avec le jardin savane de Gilles Clément. Dans la terminologie de l'urbanisme, le vocable de vide est synonyme de réserve foncière et mutation des territoires industriels oblige, il ouvre les portes de la reconversion des friches et de la reconquête des emprises et autres délaissés urbains. L'heure est à la régénération, c'est peut-être la nouvelle révolution urbaine. De la Roure à l'exemplaire IBA d'Emshore Park à l'île de Nantes ou à la confluence de Lyon, de la rivière Bezos à Barcelone à Euroméditerranée 2 à Marseille, de l'aéroport de Tempelhof à Berlin et ses 400 hectares de vide à l'île Seguin. Aujourd'hui, à l'heure des réflexions sur le fait métropolitain et loin de toute utopie, les architectes et leurs équipes, dans le cadre du think tank du Grand Paris, ont fait émerger l'importance de l'agriculture urbaine et de la relation à l'eau, notamment. Dans ce New Deal urbain qu'ils appellent de leur vœu, le vide s'avère comme l'un des sujets majeurs du XXIe siècle, dans la métropole appelée à la plus grande décompacité. La ville se nourrit du vide, une ville se mesure au caractère de ses possibilités offertes, disait déjà Louis Kahn dans une conférence à Aspen
en 1972. Je vous remercie et je cède la parole à Paul Virilio.